Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Fadila Mehal. Elle est la vice-présidente de l'Institut Robert Schuman. C'est une femme engagée sur le plan politique et sur le plan associatif puisqu'elle est à l'origine des Mariannes de la diversité qui est une organisation qui milite sur la place des personnes issues de la diversité, mais aussi qui promeut la laïcité en France. Elle est aussi également une ancienne élue politique, notamment de la ville de Paris. Fadila Mehal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait des années que je vous cours après, donc je suis ravie enfin de pouvoir vous mettre la main dessus. Ça n'a pas été une tâche facile. Vous exagérez toujours. Non, non. Je suis toujours à votre disposition et on a milité tant de fois ensemble qu'il était normal que je sois au rendez-vous. Absolument. C'est vrai qu'on a milité ensemble depuis de très nombreuses années, que vous étiez une des premières élues à m'avoir soutenue quand j'avais créé mon organisation AFIP, donc qui a bientôt 20 ans. Donc, il faut croire que malgré les années, nous sommes toujours au rendez-vous, en effet. Vous avez raison parce que c'était l'époque, rappelez-vous, où quand on parlait d'immigration, de diversité, on ne parlait que du social et C'est toujours ça. avec un traitement social. Et vous avez été une des premières, une pionnière à dire que c'est dans l'entreprise que l'intégration se joue et que c'est par cette insertion professionnelle que la citoyenneté pouvait être conjuguée au présent. Donc, je vous rends Absolument. hommage parce que c'était pas évident. Merci beaucoup. Alors, Fadila, que signifie pour vous le mot pouvoir? Ben écoutez, c'est un mot généralement associé à quelque chose souvent de négatif, alors qu'en réalité, c'est la capacité à peser, à prendre des décisions, à définir des règles. Et donc, c'est quand même un mot qui est très important parce que le monde, aujourd'hui, il est dirigé par ceux qui ont le pouvoir. Alors, comment cette capacité à diriger, à changer le monde se traduit pour vous dans votre environnement personnel et professionnel? Ben écoutez, j'ai eu la chance de mener plusieurs combats puisque j'ai d'abord essayé d'avoir une vie professionnelle aboutie. Donc après des études universitaires, j'ai dirigé un établissement public dans des régions, mais aussi au niveau national, sur les questions de cohésion sociale. Mais aussi, j'ai beaucoup travaillé sur la culture. Donc, l'engagement professionnel, ça donne de la légitimité. Et puis parallèlement, j'ai mené aussi une vie familiale que j'espère épanouie. J'ai élevé 4 enfants. C'est pas évident parce que quand on est une femme et qu'on cumule les fonctions, c'est difficile. Et puis il y a eu cet engagement de citoyenne. Après les émeutes des banlieues en 2005 en France, j'ai voulu créer l'association Les Mariannes de la diversité pour montrer que la République, elle était plurielle et que les femmes allaient jouer un rôle très très important. Et c'est finalement cette expérience professionnelle, familiale, mais aussi associative, qui m'a permis d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire essayer d'être là où le pouvoir se conquiert, c'est-à-dire en politique. Et c'est là que je me suis présentée à la mairie de Paris, où j'ai été élue pendant 6 ans, conseillère de Paris, conseillère de la métropole du Grand Paris, conseillère départementale, mais j'ai aussi assumé le rôle de présidente de la commission culture, patrimoine et mémoire de Paris pendant 5 ans. Y a-t-il une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme, une femme? Est-ce que vous avez constaté ça? Parce que vous avez quand même un long parcours, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans le monde institutionnel, le monde politique, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Est-ce que vous avez noté une différence de l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Mais oui, et je pense que ça vient aussi des habitudes que nous avons tous en tant que femmes emmagasinées, c'est-à-dire qu'on a besoin de convaincre. Parce que peut-être d'une façon inconsciente, on a toujours l'impression qu'on n'est pas légitime. Et donc la fonction, quand c'est un homme qui l'exerce, il n'a pas besoin de pédagogie souvent, il l'affirme et c'est la fonction. Nous, comme nous sommes toujours en situation de s'auto-critiquer et puis finalement de se poser beaucoup de questions. On a toujours tendance à toujours vouloir
à côté, je dirais, de la légitimité institutionnelle, avoir cette volonté de convaincre pour que nous ne soyons pas remis en question. Et donc les femmes, elles sont plus dans l'explication, dans la pédagogie, dans l'écoute, dans le retour. Alors qu'un homme, c'est plus brutal, ça donne des ordres, souvent quand ils sont en situation de pouvoir, et finalement, il faut qu'on s'exécute. Nous, si on ne sent pas l'adhésion autour, et je pense que finalement c'est une bonne chose parce que beaucoup, j'allais dire, d'aptitudes purement féminines sont aujourd'hui remises au goût du jour. Vous savez qu'on revient beaucoup sur cette façon verticale d'annoncer les décisions. Maintenant, on est beaucoup plus dans le circulaire, on est beaucoup plus dans la proximité. Et je crois que ça, c'est vraiment une aptitude aux femmes qu'elles ont dû développer, je dirais, presque malgré elles, pour pouvoir exister. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas? Tout à l'heure, vous aviez parlé du fait que vous êtes mère et que vous avez élevé 4 enfants. Est-ce que ça a été un gros sacrifice ou est-ce que finalement c'est la même chose pour les hommes Ben, aussi? non, non. Écoutez, pendant que moi je terminais mes réunions parfois à 9 heures du soir, les hommes arrivaient chez eux et le plateau repas était prêt, ce qui n'était pas mon cas. Hein, donc, ils n'avaient plus qu'à mettre les pieds sous la table. Non, je pense qu'il y a une part, et en effet, de notre éducation, surtout quand les enfants étaient petits. Moi, je vous parle d'une époque où il n'y avait pas, comme aujourd'hui, les crèches, les accompagnements, et le fait aussi qu'on a changé les modes d'organisation dans les entreprises, c'est-à-dire que maintenant les femmes demandent que les réunions ne se fassent pas le soir, par exemple, Bonsoir. alors qu'avant c'était absolument impossible, tabou de dire ah ben non, il faut que je rentre à 7 heures du soir parce que j'ai des enfants. Je crois qu'en effet, il faut avoir moi j'ai eu la chance d'avoir un compagnon et un mari pendant plus de 40 ans, donc il m'a beaucoup aidé. Je crois qu'il faut absolument avoir la possibilité de s'organiser pour pouvoir mener à terme. Et c'est vrai que j'ai eu, comme beaucoup de femmes qui ont travaillé, qui ont eu des postes de responsabilité, beaucoup d'occasions manquées. Il y a des anniversaires que j'ai dû rater, eh bien, évidemment. Mais après, je pense qu'on compense par la qualité de la relation avec ses enfants quand on ne peut pas les voir aussi souvent qu'on le souhaiterait. Parce que moi, je connais beaucoup de femmes qui sont femmes au foyer et qui pourtant n'ont pas des relations exceptionnelles avec leurs enfants, mais qui sont là. Et voilà, donc après, je pense qu'on développe d'autres possibilités pour rattraper le temps perdu. Quelle stratégie les jeunes femmes pourraient mettre en place aujourd'hui pour accéder aux espaces de pouvoir? Mais écoutez, moi, en créant les Mariannes de la diversité, ça a d'abord été un réseau. Ça a été un réseau d'entraide, un réseau de solidarité. Mais je pense parce que la plus grande difficulté, le plus grand écueil qui touche les femmes, c'est elles-mêmes. C'est elles-mêmes. Les principaux obstacles viennent d'elles-mêmes. Elles doutent d'elles-mêmes, et je me rappelle d'une sociologue qui disait c'est une égalité sous condition. C'est-à-dire que à chaque fois, cette auto-justification, le fait que ça ne va pas de soi, qu'il va falloir prouver, eh bien finalement finissent par vous miner. Et je pense que le fait de parler, le fait de dire les choses sans avoir ce regard qui vous infériorise, c'est bien. Et c'est pour ça que les Mariannes de la diversité, il y avait des hommes bien sûr parmi nous, mais c'était beaucoup de femmes. Et donc je pense, moi j'ai mené pas mal d'actions de formation en direction de celles qui voulaient devenir des élus politiques, parce que je vous assure que je pense que c'est le milieu le plus difficile que j'ai rencontré. Au-delà de l'aspect professionnel qui est aussi pas simple, mais le milieu politique, c'est vraiment encore le dernier bastion qui reste. Alors évidemment, vous pouvez être élu, mais après sur les postes exécutifs, c'est-à-dire de décision, les présidents de région, vous savez, moi je suis dans une région, l'Île-de-France, qui est quand même la capitale. On vient d'élire le conseil communautaire de la métropole du Grand Paris, 20 vice-présidents, 3 femmes. 3 femmes vice-présidents. Donc je vous dis, il y a le Il cœur y du a encore du réacteur. travail, ouais. Il y a du cœur du réacteur et ça reste toujours extrêmement difficile. Que pensez-vous de l'instauration des quotas?
Mais écoutez, moi, sur le principe purement, je dirais, éthique, je suis contre les quotas, bien qu'étant favorable à ce qui s'est passé avec la loi sur la parité, parce que je considère que le genre, c'est quelque chose qui est un invariant. On est femme, on le reste, on le devient. Par contre, sur les quotas liés à la diversité, j'ai quelques réticences, mais je comprends que certains militent pour ça, parce que ça va pas suffisamment assez vite. Et moi, ce que je défends au-delà de la discrimination positive, c'est comment on peut éradiquer la discrimination négative. Très bien. Ben, si c'est bon, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes sur le plateau de Femmes et Pouvoir avec Fadila Mehal, où nous parlions de la diversité, de l'inclusion, de la discrimination positive, la discrimination négative d'ailleurs. Fadila venait de parler. Fadila, que vous inspire le mouvement Black Lives Matter? Moi, je crois que la lutte, elle doit toujours exister pour l'égalité, pour faire en sorte que l'altérité soit reconnue. Et c'est vrai que c'est un combat qui n'est jamais terminé. Absolument. Quelle est la phrase, le proverbe ou la devise qui vous inspire le plus, qui illustre le plus votre personnalité ou vos engagements? Ben, c'est une phrase que m'a répétée souvent ma mère quand j'étais jeune et plus quand j'ai commencé ma vie active. Elle me disait toujours, ma fille, il faut tenir et se tenir. Et c'est resté gravé comme un effet miroir parce que tenir, ça veut dire que rien ne s'obtient comme ça d'un coup de baguette magique. Il faut de la persévérance, il faut de la détermination, il faut de la pugnacité. Parce que ceux qui croient, et on l'a vu, toutes ces comètes qui arrivent et qui pensent réussir, il faut échouer, il faut se relever, il faut tenir. Et se tenir, c'est la question des principes, la question des valeurs. Et je pense que faire un parcours, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est pas faire un parcours, voilà, et de faire un petit tour et de repartir, mais un parcours sur le long terme, ça se construit et ça se construit dans la cohérence. Et la cohérence, c'est les valeurs. Et donc j'ai toujours essayé de concilier à la fois cette idée que rien n'arrivait sans l'effort, sans le travail, sans la passion aussi, mais qu'il fallait garder en soi ce fil rouge, ce fil d'Ariane qui vous permettait d'être reconnu pour ce que vous êtes. Quel est votre coup de gueule et votre coup de cœur? Alors, le coup de cœur, évidemment, c'est quand je vois toutes ces nouvelles générations et même les plus anciennes très motivées par le combat écologique. Ça, c'est quelque chose qui me vraiment parce que moi, je suis d'une génération où cette question n'était pas au cœur de notre projet à la fois social et culturel. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur de voir toutes ces jeunes générations qui se battent et qui font des choses très quotidiennes pour préserver la planète. Et puis, mon coup de gueule, bah, c'est évidemment quand je vois que le racisme et la haine n'ont pas été éradiqués. Et tous les jours en France, j'ai aujourd'hui des anecdotes, des affirmations que l'égalité pour tous, elle n'est pas encore au rendez-vous, même si ce nouveau gouvernement a essayé cette fois-ci, mais vraiment d'avoir un ministère dédié à la diversité, à l'égalité, à la question du genre. Mais on est loin du compte parce que On est loin du compte, ouais. quand on voit ce que charrient les réseaux sociaux aujourd'hui, bah écoutez, ce harcèlement quotidien, le fait qu'aujourd'hui un député noir se fait incendier, quand on a vu le traitement qui a été fait à Christiane Taubira, moi ça me révulse. Vraiment la haine à l'état pur, moi c'est quelque chose que, vous savez, j'ai toujours milité dans des partis humanistes et avoir vécu ça, c'est difficile. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous? Et pourquoi? Bah, une femme d'État qui n'était pas vraiment. Alors, en tant que féministe française, évidemment, je me réfère à Olympe de Gouges,
savez, cette femme qui était pionnière, qui était veuve et qui a refusé de porter le nom de son mari, qui est née dans les années 48 et qui est morte sur l'échafaud, hein, femme de lettres, mais qui s'est beaucoup battue. Vous savez, le premier combat d'Olympe de Gouges, ça a été le combat à l'époque contre l'esclavage. Donc c'est une femme, moi, qui m'a beaucoup inspirée. Et puis vous connaissez sa fameuse phrase quand elle disait une femme qui peut monter à l'échafaud doit pouvoir avoir le droit de monter dans une tribune. Donc c'est une des pionnières du Elle est féminisme toujours français. d'actualité. Exactement, elle est morte sur l'échafaud, en effet, à cause justement de son engagement pour les laisser pour compte. C'est quelqu'un qui avait beaucoup milité. Et vous savez, quand ils ont fait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle avait rédigé, je crois que c'était 70 artistes, la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne. Olympe de Gouges, elle devrait être dans toutes nos mémoires. Très bien. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Par la culture. Par la culture, c'est ce que disait, je crois que Monet avait dit, si j'avais dû construire l'Europe, j'aurais commencé par la culture. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Bah, moi, je suis un signe astrologique du lion. Alors, je vais dire le lion. Euh, En effet, le lion, ah bah, pour moi, c'est la stabilité, c'est l'autorité, c'est le rayonnement, c'est aussi la force. Et voilà, alors, il rugit de temps en temps, mais vous savez, quand on est bien entouré, on sait se montrer extrêmement câlin, même quand on est une lionne. Très bien. Si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? Ben, j'allais dire ma ville de naissance, je dirais Cherchell. Cherchell, personne ne connaît suffisamment malheureusement cette ville qui est à 80 km d'Alger, qui a été la capitale très très importante de l'Empire romain et qui a abrité Juba II, qui a eu aussi un des comptoirs turcs. C'est une ville qui a finalement été une ville de passage et où vous trouvez à la fois des réminiscences romaines, turc, et puis arabe et berbère, évidemment. Et donc, je dirais ma ville natale, où je cherchais. Et d'ailleurs, où on a eu des écrits extrêmement importants de Camus avec Tipaza, et il parlait aussi beaucoup de Cherchel. Si vous aviez un conseil à délivrer aux jeunes femmes qui aspirent à céder au pouvoir, lequel serait-il? Moi, je pense qu'il faut, encore une fois, garder sa cohérence, ne pas faire des choses à tout prix, qu'il faut être soi-même, rester soi-même. Je pense que c'est très, très important parce que, vous savez, l'authenticité, ça a toujours payé, ça finit toujours par payer. Alors peut-être on met plus de temps, mais être en cohérence avec ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et puis, ne jamais oublier que les choses se font collectivement. Je crois que c'est très important ce que je dirais aux femmes qui veulent s'investir et leur dire arrêtez de douter de vous. Et moi, j'ai toujours cette fameuse phrase qui me revient toujours, serre ton bonheur, va vers ton risque et à te regarder, ils s'habitueront. Donc, c'est un peu ça, c'est cette histoire-là qu'il faut à un moment donné saisir les opportunités et faire en sorte qu'elle se fasse le plus sereinement possible. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare: «Quand je serai grande, je voudrais être Fadila Mehal», que lui diriez-vous? Bah, écoutez, je serais rouge pivoine d'immodestie parce que je lui dirais essaye d'être toi-même et essaye de devenir ce que tu es. C'est ça que j'ai essayé de faire. On sent tout en nous quelque chose qui éclot très tôt et la plénitude, c'est d'arriver à être en harmonie avec ce qui a été profondément notre moteur. C'est ça, c'est pas de se retourner, de se dire finalement, j'ai raté la marche et c'est pas ça que je voulais faire. Et moi, c'est vrai que je suis maintenant à un âge où je me dis, j'ai construit une vie familiale, c'est important. Pour moi, la vie familiale est très importante, c'est mon côté méditerranéen. Mais peut-être, en tout cas, j'ai trouvé une source à la fois de stabilité et surtout, vous savez, parce que c'est pas toujours facile, hein, les échecs existent en politique Bien et même sûr. professionnellement, et ça veut pas dire que la famille c'est un repli. La famille, ça veut dire c'est un acte, c'est un cocon, c'est une solidarité, c'est un havre où vous pouvez
lâcher, poser les valises et vous dire que au-delà de votre fonction, au-delà de ce que vous pouvez représenter socialement ou politiquement, vous êtes un être humain, une relation humaine avec vos enfants. Et je crois que c'est la meilleure des définitions. Et c'est moi, ça m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments de joie où il a fallu partager, parce que la question, moi, qui me hante aussi, c'est la question de la transmission. Comment transmettre, vous l'avez dit, le mentorat, comment aider les femmes, mais aussi ses enfants. Et c'est pour ça que je suis très attachée à la lutte que je mène, parce que mes enfants, vous avez pu le comprendre, sont issus de cette immigration, bien qu'il n'ait pas connu ce fameux pays d'origine à 2 ou 3 générations, mais je vois que dans le regard des autres, surtout mes garçons, qui sont assez typés, eh bien, ils ressentent ce sentiment parfois de marginalisation ou d'exclusion. Et donc ma lutte, elle est aussi pour cette transmission de ces valeurs d'égalité. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de nous apporter un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Est-ce que vous nous avez apporté quelque chose ou finalement vous n'avez pas Ben, vous d'objet qui savez, oui, symbolise ça? oui, parce que j'étais longtemps directrice de l'agence de cohésion sociale dans le Nord-Pas-de-Calais. Et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'associations d'origine africaine, puisque pour la majorité, les dirigeants étaient français maintenant. Et il y a parmi eux une personne dont je ne citerai pas le nom, qui n'est plus là malheureusement, et qui m'a offert cet objet que je garde, que je trimballe de bureau en bureau. Et c'est à la fois une silhouette, évidemment, vous l'avez compris, Bien africaine, sûr. en bois, mais on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais c'est ses bras tendus vers le ciel, comme une offrande à quelque chose dont on veut, pour lequel on veut construire. Et moi, j'ai considéré que c'était un monde meilleur. Et donc, c'est vrai que cet objet-là, de mon ami qui venait de Côte d'Ivoire, et ben, je le garde très précieusement. Merci beaucoup pour ce partage. Notre entrevue touche déjà à sa fin. Est-ce que vous êtes une femme de pouvoir, Fadila Mehal? Quel est votre super pouvoir en un mot? Mon super pouvoir, moi je pense Oui, que mon super pouvoir, ça a été la parole. La parole parfait. et la persuasion. C'est tout ce que j'ai obtenu, je l'ai obtenu par les convictions, par la crédibilité et la parole, parce que c'est ce qui circule. Vous savez, moi je suis très attachée, j'ai été longtemps au Conseil économique et social où je siégeais, et on me disait c'est l'assemblée du premier mot, le premier mot, c'est-à-dire où la première fois il y a eu cette première réflexion avant que ça n'aille dans les autres assemblées délibératives. Et donc la parole, c'est quelque chose d'important pour moi. Parfait. Merci beaucoup, Fadila. Ça sera vraiment le mot de la fin. Ça a été un grand plaisir. Je savais que notre échange allait Merci, être fructueux et passionné et merci je suis Carole, à vraiment vous pas tous. déçue. Et longue vie à votre chaîne, et que d'autres femmes viennent puiser à la fois la force, mais aussi cette chaîne d'union qui est très importante. Merci beaucoup. C'était Femmes et pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais également l'émission des femmes qui osent changer le monde. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mais évidemment en vous abonnant à notre chaîne YouTube et aussi sur notre chaîne femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci.